En 2021, le stress professionnel est encore considéré comme un sujet tabou. Mais pourquoi? On a tous déjà vécu un épisode de stress lié à notre travail, surtout en tant qu'employé parce qu'on a la pression de réaliser toutes les tâches qui nous ont été demandées. Mais en tant qu'entrepreneur, à quel genre de stress on peut être confronté? Pour en apprendre plus sur le sujet, je suis partie à la rencontre de 5 entrepreneurs pour qu'ils puissent nous parler de ce qu'ils vivent au quotidien, ce qu'ils font pour décrocher et les ressources d'aide disponibles pour les chefs d'entreprise. Les choses ont changé pour le mieux, pour le mieux. Les choses ont changé pour nous deux. Les choses ont changé pour le mieux, pour le mieux. Les choses ont changé pour nous deux. Je prends la route avec toi, on va s'amuser. Aucun doute avec toi, on a des bonnes idées, on veut s'impliquer. J'ai toujours en tête un article qu'un entrepreneur de Montréal en technologie avait mis sur LinkedIn. Puis l'article, c'était Petit Soulier que ça s'appelait. C'est un article de blog. Puis il mentionnait qu'il était dans un événement de party de bureau. C'était chez un membre de l'équipe. Puis quand il était rentré, il avait vu plein de petites bottes, de petits souliers qui étaient là. Puis c'était tous les enfants de tous les employés, dans le fond, qui étaient là. Puis ça l'a frappé. Puis il disait, je me rends compte que je ne suis pas juste responsable des gens dans l'organisation, mais tout le reste des familles et des enfants qui viennent avec ça. Puis ça m'a toujours marqué de dire, je pense qu'on est responsable ici de 50, 60 personnes, mais en réalité, on est probablement responsable du bien-être financier puis bien-être du bonheur professionnel. Là. D'être probablement, au bout de la ligne, 100, 150, 200 personnes avec les répercussions qu'il y a autour. Donc, je pense qu'on a une pression de vouloir s'assurer que ces gens-là sont heureux. Moi, je trouve que c'est la pression qui est la plus difficile, d'essayer de rendre tout le monde heureux, tout le monde content, dans un marché aussi compétitif, autant au niveau client qu'à main-d'œuvre dans lequel on est. On a toujours un souci d'en donner le plus possible aux joueurs, mais il ne faut pas mettre l'organisation à risque. Je pense que le stress d'un entrepreneur, ou l'angoisse, ou un genre de sentiment vient avec le fait que dans une journée, on prend énormément de décisions. Puis c'est des petites décisions. On se lève le matin, comment qu'on s'habille? Hein? C'est quoi, quel bas je vais mettre? Puis l'addition de toutes ces décisions-là dans une journée fait en sorte que tu deviens mentalement épuisé. Il y a des grosses décisions, il y a des petites décisions. Puis ramène ça sur une journée de travail de 12 heures, de 15 heures, sur une semaine, sur un mois. Puis à la fin, c'est là que tu deviens mentalement épuisé. Puis de partager ces décisions-là avec quelqu'un, que ce soit un associé, que ce soit un employé clé, que ce soit un mentor, d'être capable de déléguer puis d'avoir confiance, d'être capable de se décharger de cette pression de prendre la bonne décision-là, fait une énorme différence je pense, dans le bien-être quotidien d'un entrepreneur. Premièrement, je suis une personnalité anxieuse, donc c'est sûr que... Mais je pense que tout entrepreneur a quand même cette anxiété-là dans un sens. Bien, de plus en plus de gens, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on vit avec un volet d'anxiété. Mais c'est sûr que le stress de, bon, OK, aujourd'hui, on a une plus petite journée, est-ce que ça va avoir des répercussions aussi demain? C'est tout le temps d'être en mode solution, de gérer son horaire aussi beaucoup. Ça a été le gros défi au début, là, de gérer les courriels, de gérer toutes sortes de choses qui peuvent avoir un impact. Aujourd'hui, je délègue beaucoup, donc c'est sûr que ça allège pas mal, mais c'est sûr qu'il y a toujours des situations, des cas clients. Ça, c'est le plus difficile, d'essayer de garder une image d'entreprise puis de satisfaire les clients, mais en gardant nos politiques qu'on a bâties pour notre entreprise. Ça, c'est toujours quelque chose qui me fait mal puis qui me trotte en tête là, dès que je vois un message d'un client là, sur une situation. Il y a des grosses différences entre le stress de compétition puis le stress entrepreneurial, définitivement. Il y en a un qui est plus long terme, il y en a un qui est court terme.
entrepreneurial, c'est définitivement long terme. Puis, j'ai jamais été une personne stressée nécessairement. Mais ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est, puis tous les entrepreneurs de la planète vont le savoir, quand c'est ton entreprise, tu fais surtout de la gestion de problèmes. Et en bout de ligne, pour finir avec quelque chose qui n'a pas de problème. Fait que, ce stress-là, la compétition m'a appris à le gérer parce que souvent, le stress vient de la perspective, la façon que tu vois les choses. Donc, un problème devient un défi et non justement un problème. En écoutant nos entrepreneurs, je me rends compte que la pression sur leurs épaules se traduit de plusieurs façons. Soit par l'accumulation de prises de décision, le fait de s'assurer de rendre les employés heureux ou la gestion de problèmes. Cette pression-là est constamment présente. Des fois, je me demande, est-ce qu'ils ont peur de frapper le mur? Est-ce que j'ai peur de frapper le mur un jour? Je pense qu'on a tous peur que ça arrive. Est-ce que j'essaie de mettre les bons mécanismes pour essayer de me surveiller et faire attention? Oui. Maintenant, j'ai pas l'absolue vérité. Là. Je vais toucher du bois. J'espère que ça m'arrivera jamais. On n'est jamais à l'abri d'une dépression ou quoi que ce soit. Je pense de maximiser son hygiène de vie va aider beaucoup pour essayer d'éviter ça. Bon, je pense qu'on n'est jamais à l'abri. Fait que oui, j'ai peur. Est-ce que je fais attention à ça? Oui. Est-ce que je suis invincible? Non. Mais ma devise, puis la gang me fait toujours... Je fais toujours... Les gens sourient beaucoup dans l'entreprise quand je dis ça. Là, ma devise, c'est l'équilibre dans l'excès. Là. Fait que je vais être à 110 % dans le business, puis quand je suis dans mes affaires personnelles, je vais être à 110 % là. Je me sens en harmonie avec le déséquilibre que j'ai présentement en termes d'heures que je vais mettre dans le business, puis l'implication. Fait que, au final, j'ai pas l'impression que je vais frapper un mur bientôt. Peut-être que oui. La majorité des gens qui vont en dépression, quoi que ce soit, le voit pas tant qu'on n'est pas directement dedans, puis qu'il y a quelqu'un qui dit « Hey, il y a un problème, là, va consulter ». Je pense qu'il faut faire attention, il faut s'entraider, il faut avoir les gens qui nous surveillent autour. Fait que j'ai quelques anges gardiens autour de moi qui me surveillent. Frapper le mur, comme on dit, je pense que c'est quelque chose que chaque personne, là, puis chaque entrepreneur, parce qu'on parle plus spécifiquement des entrepreneurs, doit faire attention à ça. Tu sais, quand on parle d'équilibre, de garder un bon équilibre, je mets personnellement un bémol à ça. Je suis pas très bien placé pour dire que ça prend un bon équilibre parce que, comme Cassie disait, je suis un excessif. Je suis au bureau à 4h15 à peu près, pratiquement tous les jours. Par contre, c'est ma passion. J'aime ça. C'est ça qui vient me chercher. Puis de manquer d'équilibre ou d'être un excessif dans quelque chose que tu te couches le soir puis que tu regardes en arrière puis t'es bien, t'es heureux. Je sais pas, je pense que oui, ça prend un équilibre dans le sens que la famille, puis ça, pour moi, c'est ce qui prime avant tout. Puis c'est la raison pour laquelle je me lève à cette heure-là le matin, parce que pour moi, il n'est pas question que je sois pas là pour aller chercher les enfants à la garderie ou pour souper à chaque soir. C'est important pour moi. Mais à partir du moment que tu es excessif dans quelque chose qui te rend bien, qui te rend heureux, je pense que de frapper le mur, comme on dit, ça peut arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais c'est moins probable que quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il fait. T'sais. Puis quelqu'un qui regarde en arrière puis qui a des regrets, puis qui a des « j'aurais dû »,« j'aurais pu ». Bien, ça, je pense que c'est mortel pour la santé mentale versus quelqu'un qui fait ce qu'il a envie de faire à chaque jour. Si jamais un entrepreneur tombe malade, c'est quoi les options? On va explorer la question avec Pierre-Yves McSween. C'est un bon point parce que c'est l'assurance, en fait. C'est que quand tu es dans une entreprise, donc tu es prof ou tu es dans un cégep ou une université puis tu es employé, l'assurance, elle est collective. Tout le monde paye un prix et le risque de santé de chacun est amorti sur le groupe. Et donc, si toi, ton background de santé n'est pas assurable au niveau personnel tellement que tu as une santé fragile, bien, si tu es dans un groupe collectif, tu vas être assuré par le groupe, tu vas être dans les statistiques de moins en santé. Donc, si tu es travailleur autonome, assure-toi jeune. Là, tu vas dire, ça me coûte de l'argent chaque mois. Assurance invalidité. Moi, c'est la première chose que j'ai faite quand je suis devenu travailleur autonome. Je me suis acheté une assurance invalidité. Je l'ai fermée une année quand je suis devenu salarié, qui était ma grande erreur parce que dans le fond, je suis redevenu travailleur autonome, puis là, le prix avait monté. Puis je vais dire que présentement, je suis assez à l'aise financièrement pour m'auto-assurer.
C'est-à-dire que je décide dans certaines circonstances de dire, par exemple, moi, je ne prends pas présentement d'assurance maladie grave parce que si tu me donnes 100 000 si je tombe malade, puis tu me charges de quoi pour ça, je vais te répondre, le 100 000, je l'ai déjà. Donc, si je tombe malade, je vais utiliser mon épargne. Donc, ça dépend de ta situation familiale et tout. Donc, l'assurance invalidité est probablement l'assurance bien avant l'assurance vie, tout ça, parce que c'est ce qui te permet de manger et de dormir si tu deviens quadraplégique ou tu as un problème important de santé. Donc, moi, c'est l'assurance de base qu'il faut que tu ailles chercher, puis va la chercher jeune, parce que plus tu apprends jeune, moins elle te coûte cher, parce que tu as commencé à payer avant, puis ton risque est moins élevé. Mais ça, c'est l'affaire qu'on peut faire. L'autre affaire, c'est d'être plus prudent au niveau de l'épargne que les voisins, c'est-à-dire tu travailles autonome. Il y a des bonnes, des moins bonnes années. Tu vois, moi, en 2020, mon chiffre d'affaires a baissé de 24-25 %. C'est pas grave, il était bon, mon chiffre d'affaires, mais c'était une COVID. Il y en a qui ont eu 100 % de perte de chiffre d'affaires ou 50 %. Et donc, comme travailleur autonome, c'était pas comme un employé du secteur public que ça paye rentrer même s'il ne rentrait pas travailler. Tu sais. Donc, il y a ça. Il faut que tu sois un peu plus prudent, malgré qu'il faut que tu prennes plus de risques. Mais quand tu as de l'argent, tu n'as pas en peur. Tu ne vas pas t'acheter un bateau à 80 000 parce que tu as fait une bonne année de 200 000 de revenus. Ça se peut que l'année suivante, quelqu'un copie ton modèle d'affaires et que tu tombes à l'eau. Ou tu as un risque réputationnel. Il arrive une malchance. Il y a quelqu'un qui te cause du trouble. Tu sais, tu as un commerce de détail, mais la rue est éventrée, on fait les égouts. C'est niaiseux de même, mais ça scrape un chiffre d'affaires d'une année. Donc, la prudence puis l'assurance. J'ai jamais ressenti nécessairement de moments plus sombres, là, si on veut. C'est sûr que j'ai n'ayant aucune expérience comme entrepreneur, j'ai pas étudié en marketing, j'ai pas étudié en vente, j'ai pas étudié en admin. J'apprends sur le tas, comme on dit. Fait que, tu sais, en fait, je suis comme la directrice marketing, directrice vente, directrice tout, là. Fait que c'est sûr que ça me met une pression, mais je me sens bien entourée. Bien, c'est sûr que c'est toujours un risque là, quand on part en affaires. Autant il y a de l'argent, des fois des autres qui sont en jeu. C'est comme on dirait que tout se repose dans tes mains au niveau... mais je me suis toujours dit, le pire qui peut arriver, c'est que, bon, je dois fermer, je ferme mes magasins, puis je recommence à travailler, puis je rembourse mes prêts. J'ai quand même des diplômes qui me permettent d'avoir un emploi et tout, donc je pense que je ne pourrai jamais être mal pris. Puis quand on est entrepreneur, on est toujours en mode solution, donc il y aura toujours une façon de se relever, même si tu arrives au bout de la fin. Dis-toi que c'est le pire qui peut t'arriver, mais sinon, c'est sûr qu'il y a le petit risque, mais j'y pense pas trop. On dirait que j'ai toujours des petits défis. Puis j'arrive même plus à les compter sur mes doigts parce que je passe par-dessus, puis OK, il y en a un autre, bon, il faut s'ajuster, mode solution. Bien, on apprend à se connaître à travers les défis d'entreprise, justement de surtravailler ou de surmener au travail. C'est sûr que ça arrive même à chaque année. Puis je le sais quand ça va venir, j'essaie de me préparer en conséquence. C'est vraiment juste de se connaître, de mieux le gérer. Puis plus on avance à travers les années, on apprend à mieux se gérer. Mais comme j'avais déjà expliqué, ça va par période. Pour moi, en tout cas, je ne suis pas une personne qui est 9 à 5. Je suis capable de faire du surmenage pendant quelques mois, tant que je le sais que je vais avoir une période de ressourcement prolongée. On parle souvent de stress épisodique et de stress en continu. L'entrepreneur Marina Dubois a vécu dernièrement un stress intense associé à l'incorporation de son entreprise. Je lui ai donc demandé de m'expliquer ce processus en détail. C'est beaucoup de coûts, on ne sait pas et tout. Donc, tu te dis, bien, je vais écouter mon comptable, ma comptable, les personnes proches de moi qui peuvent me donner des références là-dessus. Par contre, de s'incorporer en cours de route, tu le fais parce que ton entreprise commence à générer de revenus plus que ce que tu as besoin personnellement. Et aussi, en tant que boutique, je ne sais pas, il peut tellement avoir de plaintes, un recours, quoi que ce soit. J'avais ma gamme de cosmétiques, c'est une réaction qui se développe chez quelqu'un ou quoi que ce soit. Bon, oui, c'est quelqu'un d'autre qui l'ait fait en arrière de l'étiquette, mais ça reste que c'est inédit du Nord. Donc, pour plusieurs raisons, l'incorporation devenait nécessaire. Et ça a été tellement difficile. Il faut vraiment être bien encadré. Donc, fiscaliste, avocat, puis... il y a comme des petits trucs que tu ne comprends pas, puis moi, j'aime ça comprendre pourquoi je fais quelque chose.
Puis là, je devenais à ne rien comprendre de ce qui se passait, qu'est-ce qui était le meilleur pour moi, pour l'entreprise. Là, on était en train de me dire qu'il allait falloir que je paye des impôts de fou. Tu sais, il faut comprendre pourquoi. Tu sais, donc non, ça a été vraiment, vraiment difficile dans mon cas. Encore aujourd'hui, je suis en transition, donc j'ai des impôts personnels, des impôts d'entreprise à faire. Et il n'y a pas tout qui a été fait correctement. J'ai 6 jours à déclarer de revenus d'impôts d'entreprise parce que ça s'est mal fait. Donc non, ça a été assez complexe et c'est toujours en train de s'atténuer, mais toujours dans la complexité. Pour en savoir plus sur le processus d'incorporation, j'en discute avec notre expert Pierre McSween. Il va pouvoir donner des conseils à nos jeunes entrepreneurs parce que lui-même possède 2 compagnies légalement incorporées. Avant de vous créer un Inc., puis ça, c'est un bon point que la dame vous a amené. Un Inc., ça coûte cher. Ça va vous coûter par année des milliers de dollars en frais comptables parce que c'est une personne morale distincte. Donc, tu fais une déclaration de revenus, t'es 2. Après ça, tu as toute la comptabilité, la tenue de livre qui est plus complexe, qui coûte plus cher, les obligations réglementaires. Quand vous dépassez 30 000 de chiffre d'affaires, que vous soyez incorporé ou non au TPS-TVQ. Mais moi, ce que je vous dis, c'est si vos déductions réelles ne sont pas prises, puis votre CELI n'est pas plein, puis vous ne tirez pas 400-500 000 par année, c'est une façon de parler, mais créer un Inc. pour sauver de l'impôt, c'est souvent surévalué. Le Inc. ne fait que tu payes l'impôt corporatif chaque année et tu décales dans le futur une portion que tu laisses dedans. Mais il ne faut pas que tu en laisses trop parce que si tu en laisses trop dedans, ça devient du revenu passif puis là, ça devient plus imposable. Donc, mais si je vous dis ce que je dis, c'est que dans le fond, si vous ne pouvez pas laisser 50, 60, 100 000 par année dans la compagnie de liquidité en placement de plus, tu sais, peut-être vous êtes mieux de finalement vous payer un salaire de plus, prendre une déduction réelle puis l'investir. Donc, quand tu mets un Inc., c'est pour 2 raisons. Tu fais vraiment beaucoup d'argent et tu veux décaler dans le temps certains cash flows. Ou 2, tu veux créer une personne morale distincte pour des raisons légales aussi de protection. C'est-à-dire que c'est la personne morale qui est légalement responsable et ton investissement se limite à ce que tu as mis dedans. Je te donne un exemple. Si c'est ton entreprise qui garantit des prêts, c'est ton entreprise. Et la banque, souvent, va te demander des garanties personnelles. Donc, le Inc. ne va rien changer. Tu vas payer s'il faut payer. Tu sais. Mais si, par exemple, tu es un pilote d'avion, tu as ton avion, puis que tu détruis quelque chose, une tour de cellulaire avec ton avion, puis que tu meurs dans l'accident, mais si ton avion n'est pas séparé de façon distincte, ton entreprise de toi, est-ce que tes enfants, ta femme, ton conjointe peut se faire prendre tes actifs en poursuite judiciaire? Alors, des fois, ça te prend un Inc. pour dire c'est envers ce Inc.-là que vous avez un contrat et pas Pierre-Yves McSween ou autre. Donc, c'est un exemple. Mais moi, je le fais pour des raisons long terme, planification stratégique, etc. Mais mettre un Inc., ce n'est pas votre premier réflexe. Moi, ce que je dis, partez une entreprise, à moins que vous ayez des raisons légales, vous ne ferez pas beaucoup d'argent au début. Ce n'est pas une question fiscale de retarder de l'impôt. J'y crois pas. Le Inc. devient intéressant plus tard. Donc, si vous êtes, par exemple, une petite boucherie, au début, vous n'êtes peut-être pas obligé d'être Inc. Mais là, allez chercher, là, je mets un gros bémol. Allez chercher des conseils fiscaux, des conseils légaux par des professionnels. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous dirais. Moi, je suis CPA. Puis malgré tout, je me dis, je suis CPA, mais je ne suis pas spécialiste dans tout. Et donc, j'ai une ancienne collègue de travail qui est fiscaliste, elle s'est spécialisée en impôts, puis en structure légale. Donc, quand moi j'ai besoin de conseils, je ne vais pas me penser petit Joe connaissant, je vais payer. Parce que payer 1 000 $ tout de suite, des fois, c'est sauver 20 000 $ plus tard. Et ça, c'est important de payer des professionnels, puis ça vaut quelque chose. Donc, c'est parti en affaires, ce n'est pas gratuit. Puis le Inc., ben, c'est une structure de plus. Il faut que tu aies du gros volume puis du gros cash pour dire que ça vaut la peine. Il existe beaucoup de ressources, surtout des groupes d'entraide entre entrepreneurs. Je pense que d'en parler de nos problèmes puis de se comparer pour voir on est-tu normal, puis comment que les autres, des fois, ont solutionné ces problèmes-là, que ce soit d'avoir frappé un mur, niveau personnel, niveau énergie, niveau financier, peu importe. Fait que oui, il y a des bons groupes organisés au Québec, entre autres le groupement des chefs d'entreprise, Entrepreneurs Organization, ils ont un chapitre à Montréal, super intéressant, qui, moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis il y a des associations aussi sectorielles. De notre côté, il y a l'Association québécoise des technologies qui font des petits groupes d'entraide entre les gens. Fait qu'il y a beaucoup, je pense, de ressources disponibles aujourd'hui au Québec. C'est beaucoup mieux que si je remonte au début de la business il y a 15 ans. Puis c'est beaucoup mieux vu, je pense, aujourd'hui, de parler de ces problèmes, d'échanger avec les gens.
d'avoir un coach ou un mentor. Moi, j'ai la perception que 10-15 ans, c'était pas bien vu. Aujourd'hui, tu vas avancer plus vite, tu n'as pas de coach, tu n'as pas de mentor, il y a un problème. C'est beaucoup plus proche du modèle d'athlète, de dire si un athlète a un coach, ou 2 coachs, ou 3 coachs, bien, c'est parce qu'il fait les bonnes choses. Je pense que c'est un peu le même parallèle en affaires. Si tu n'as pas de coach, tu n'as pas de mentor, il y a probablement quelque chose que tu maximises pas, puis c'est rendu beaucoup mieux vu, puis beaucoup plus accepté de parler ouvertement de ça, puis d'être accompagné. Femme Essor m'a aidé. D'avoir une cellule de co-développement avec d'autres personnes qui vivent la même chose m'a plus amené à me dire je suis pas la seule qui vit ça. Puis c'est normal de le vivre, c'est juste d'apprendre à le gérer. Je suis quand même quelqu'un qui gère bien son stress, même si je le vis, tu sais. Il y a une différence pour moi entre vivre du stress puis le gérer. Bien, je pense qu'à partir du moment où est-ce qu'on se fait un réseau puis qu'on réussit à connecter avec d'autres entrepreneurs, ça devient un réseau de soutien. Parce que souvent, dans le cadre du réseautage, on va pouvoir rencontrer des entrepreneurs qui vivent la même réalité que nous. Il y a des ailes jeunesse qui existent aussi dans plusieurs chambres de commerce. Donc, ça permet de vraiment pouvoir connecter avec des gens qui vivent une situation particulière là, comme la nôtre. Pour ce qui est vraiment des ressources spécifiques au niveau de la prévention en santé mentale, oui, il y en a plusieurs. Je pense notamment à une autre façon où est-ce qu'un entrepreneur pourrait jaser avec quelqu'un, c'est par l'entremise du mentorat, où il y a plusieurs cellules de mentorat qui existent dans la région, encore une fois, en fonction de où l'entreprise elle est bâtie, pour pouvoir là, se mettre en réseau, puis de parler avec quelqu'un d'expérience, échanger sur la réalité d'affaires pour pouvoir là, trouver des solutions à leurs défis qu'ils rencontrent. On réfère beaucoup plus qu'on donne de services. Par contre, on rencontre une des bases que nous, on a développées depuis plusieurs années, c'est le service conseil. Fait que du moment que tu as un projet, un démarrage, une expansion, ou tu obtiens du financement de notre part, parce que aussi, il faut que je dise qu'on gère un portefeuille d'investissement, automatiquement, tu dois t'engager sur un contrat de suivi. À partir de là, c'est là qu'on travaille, puis on s'aperçoit que oui, des gens ont des problématiques de stress. C'est normal, là, ça va tellement vite, surtout ce qu'on vit actuellement avec la pandémie. Là, les gens se cherchent énormément, les marchés bougent complètement. Donc, c'est sûr qu'on les incite à participer à des rencontres qui sont faites soit par les organismes du territoire ou les universités. Souvent, on émet, puis tout se fait par médias sociaux, beaucoup. Puis, on favorise. Des fois, on va les chercher, on les amène, on achète les billets, on les amène à rencontrer des gens dans le domaine et tout ça. Mais les gens, le Québec, les gens commencent à se parler. Puis on le voit, là, puis il faut continuer à se parler parce que ça, c'est pas une habitude qu'on voit chez les jeunes entrepreneurs, là. J'espère que cet épisode a pu vous en apprendre davantage sur la réalité d'être entrepreneur. Si vous l'êtes ou si vous êtes en processus pour l'être, n'oubliez pas qu'il existe plusieurs ressources pour vous aider. La semaine prochaine, avec nos 5 fondateurs d'entreprise, je discuterai de l'importance d'avoir un réseau solide quand on se part en affaires. Le meilleur investissement en temps pour réussir à se faire connaître puis aller chercher une nouvelle clientèle. Pour ceux qui écoutent ça aujourd'hui et que vous êtes à l'école, négligez pas les contacts, les profs, les gens, vos collègues à vos tours. J'ai eu un cours de coaching de groupe, puis j'ai fait plein de contacts. Les tables de la boutique ici viennent de quelqu'un que j'ai rencontré qui fait des tables. Les choses ont changé pour le mieux, pour le mieux. Les choses ont changé pour nous deux. Les choses ont changé pour le mieux, pour le mieux. Les choses ont changé pour nous deux. Je prends la route avec toi, on va s'amuser. Aucun doute avec toi, on a des bonnes idées, on veut s'impliquer.